Bonjour tout le monde, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver pour ce premier rendez-vous Facebook en direct de la campagne électorale. Alors, je me trouve présentement au café Le Troisième Lieu sur la rue Saint-Jean, ici dans le Vieux-Longueuil, donc évidemment dans la circonscription de Marie-Victorin. Et ce sera un rendez-vous comme ça à 2 autres reprises au cours de la campagne électorale. Donc, je vous ferai suivre bien évidemment les dates et les informations concernant l'heure dans les prochains jours pour que, à l'instar de la rencontre d'aujourd'hui, vous puissiez me poser vos questions, m'envoyer vos questions à l'avance et ainsi être certain que je puisse y répondre lors de l'Assemblée en direct. Et maintenant, au troisième lieu, on a des gens aussi de la population, donc des citoyens de Marie-Victorin qui sont venus assister en personne, donc qui sont vraiment dans l'envers du décor aujourd'hui. Donc, on combine autant le virtuel qu'une assemblée donc citoyenne en personne. Alors, c'est ce qui rend ça vraiment intéressant. Bien sûr, je vous invite aussi à m'envoyer vos questions au fil de l'assemblée. C'est possible que je n'ai pas le temps de répondre à l'ensemble d'entre vous, mais dans tous les cas, si je n'ai pas l'occasion de vous répondre, vos questions seront notées en priorité pour qu'à la prochaine assemblée, je puisse y répondre dès le début. Alors, si vous voulez bien, on va déjà débuter parce que vous avez vraiment été nombreux à m'écrire sur la publication que j'ai publiée vendredi dernier. Donc, il y a eu des questions super diversifiées sur une tonne de sujets vraiment intéressants que j'ai envie de parcourir avec vous. Alors, bien sûr, ça peut être des questions sur l'élection de façon générale, sur la campagne électorale, ça peut être des questions sur notre chef, sur notre vice-chef, ça peut être des questions sur ma candidature, moi ici, mon travail comme députée de Marie-Victorin et mes engagements vraiment très précis pour la circonscription. Ça peut aussi toucher évidemment le programme du Parti québécois. Vous pouvez aussi me poser des questions sur le programme des autres partis, vouloir certaines comparaisons, certains éclaircissements aussi sur des choses qui auraient pu se passer au courant de la campagne électorale. Vraiment, il n'y a pas de limite aux questions que vous pouvez me poser. Moi, ça me fait toujours très plaisir de pouvoir être à votre écoute et surtout de pouvoir vous donner des réponses. Alors, allons-y. En fait, sur la publication d'entrevue, j'ai eu beaucoup de questions justement qui étaient concernant le contenu de notre plateforme au Parti québécois. Donc, il y en a plusieurs comme ça auxquelles je vais répondre en rafale. Et donc, au fil de l'Assemblée aussi, je vais recevoir vos questions que vous aurez écrites dans les commentaires du Facebook en direct. Alors, on y va tout de suite. La première question que j'ai reçue vient de M. Michel Mercier, qui me demandait le plan du Parti québécois pour la chasse et la pêche. Souvent, on va penser que les gens, par exemple, ici dans un comté urbain comme Marie-Victorin, ne sont pas préoccupés par ces enjeux, mais en fait, la chasse et la pêche, c'est un loisir qui touche 1 million de Québécois. Alors, c'est vraiment à prendre au sérieux. Et d'ailleurs, mon collègue, le député de Bonaventure, Sylvain Roy, a fait une grande tournée dans toutes les régions du Québec pour entendre justement les chasseurs et les pêcheurs sur leurs préoccupations et ainsi contribuer à élaborer la plateforme du Parti québécois en la matière. Alors, c'est en ce sens-là qu'on a décidé de proposer plusieurs choses extrêmement concrètes, comme par exemple doubler le nombre de baux de villégiature qui vont être tirés au sort annuellement. Donc, vous savez qu'il y en a un certain nombre déjà. On veut vraiment le doubler. On veut rendre gratuits les permis de pêche pour toutes les personnes âgées de moins de 18 ans. On veut rendre gratuit également le permis de chasse, en fait l'initiation à la chasse pour développer une relève chez nous au Québec. Et on veut aussi diminuer de façon importante le coût d'utilisation des rampes de mise à l'eau. Alors, on veut accéder davantage facilement à nos lacs partout sur notre territoire. Alors ça, c'est un petit résumé, mais bien sûr, comme pour l'ensemble des propositions que je vais vous faire aujourd'hui, vous pouvez toujours vous rendre sur le site du Parti québécois, donc pq.org, allez consulter le programme, allez consulter la plateforme et là, vraiment, vous allez voir l'ensemble des propositions du Parti québécois dans un secteur ciblé. Maintenant, après la chasse et la pêche, il y a M. Stéphane Brisson qui me demande « Est-il possible d'ouvrir les bases d'une vaste discussion nationale sur la sauvegarde, la promotion et la conservation des langues et de l'histoire des Premières Nations? » Alors, évidemment, la question des Autochtones, c'est extrêmement important. Moi, c'est un enjeu qui me préoccupe beaucoup. Puis d'ailleurs, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire mon livre « L'audace d'agir », vous savez que je consacre quand même une partie importante d'un des chapitres sur ce sujet-là particulièrement et notamment sur la question des langues nationales, donc la préservation des langues
autochtones, parce que moi, je trouve ça franchement assez étonnant qu'à l'école, par exemple, que ce soit au primaire ou au secondaire, on n'ait jamais mis en contact avec la culture des Premières Nations ici au Québec. On apprend à parler, par exemple, l'anglais, l'espagnol, mais on ne sait même pas prononcer un mot souvent dans des langues autochtones, donc des gens qui sont ici depuis toujours et des nations qu'on gagnerait à davantage connaître. Alors bien sûr, je suis convaincue qu'il faut ouvrir les bases d'une discussion nationale sur la préservation des langues autochtones, sur l'histoire aussi, pour être en mesure de mieux construire des ponts aussi entre la nation québécoise et les différentes nations autochtones qui peuplent notre beau et grand territoire. Monsieur Marc-Philippe, ensuite, me demande quelle est votre vision de la démocratie au Parti québécois. Bien sûr, on croit que la démocratie devrait permettre au plus grand nombre de gens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir participer dans le processus politique et d'avoir un impact sur les décisions qui sont prises. En fait, ça remonte même dans l'ADN de notre parti politique. René Lévesque, qui était un grand démocrate, voulait vraiment poser les bases d'une grande réforme aussi de la démocratie, de notre système politique au Québec, que ce soit par exemple en assainissant les mœurs politiques, comme on a fait dans les années 70, mais aussi plus récemment, quand le Parti québécois a été au pouvoir entre 2012 et 2014, la loi, par exemple, la réforme sur le financement politique, pour enlever le pouvoir de l'argent et faire en sorte que ce soit vraiment un financement populaire et un financement de l'État qui vienne soutenir les partis politiques. Ça, je pense que c'est un pas important. La loi sur les élections à date fixe, donc qui fait en sorte qu'on savait depuis très longtemps que les élections auraient lieu le 1er octobre. C'est aussi une loi du Parti québécois. Et un engagement fort pour la démocratie que nous avons pour la présente élection et qui était, c'est vrai, dans les engagements du Parti québécois au début donc, de l'histoire de notre parti dans les années 70, mais qui n'a malheureusement jamais été réalisé, c'est bien sûr la réforme du mode de scrutin. Et on est extrêmement sérieux dans cette démarche, bien qu'on reconnaisse que ça aurait pu être fait avant. Cette année, il y a une coalition de partis qui se sont mis ensemble, donc le Parti québécois, Québec solidaire, la CAQ. Il y a seulement le Parti libéral qui a refusé de joindre sa voix à la nôtre pour donc s'engager à faire en sorte qu'on puisse avoir un mode de scrutin mixte régional au Québec, donc en donnant du pouvoir à nos régions pour être certain que leur voix ne soit pas non plus noyée dans la grande majorité de la région montréalaise. Donc ça, c'est vraiment important. Mais en même temps, on veut que chaque voix puisse compter, puisse davantage compter aussi que ce qu'elle est actuellement. Et moi, je vous dirais, j'ai fait la tournée des cégeps et des universités au Québec. Donc, j'en ai fait plus de 36 en 3 mois. Et l'enjeu du mode de scrutin, c'était vraiment quelque chose qui était relevé par les étudiants qui ont malheureusement beaucoup de difficultés à faire confiance dans notre système politique. Alors, si on veut recommencer à baser dans le fond, les jalons de cette confiance-là entre la classe politique et les citoyens, bien, la réforme du mode de scrutin, c'est une des solutions. Donc, pour donner davantage de pouvoir à chaque voix, mais également aussi pour permettre, au fond, une culture de collaboration entre les partis politiques. Parce qu'on sait très bien qu'avec un mode de scrutin proportionnel mixte régional, ça va faire en sorte qu'il va y avoir moins de gouvernements majoritaires et donc ça va permettre à davantage de discussion, de compréhension entre les partis politiques, de collaboration et ça va permettre, dans le fond, qu'on puisse avoir des coalitions. Donc, avec des gouvernements minoritaires, il va falloir que les partis se parlent pour arriver à des consensus et ça, je crois que tout le monde en ressortira gagnant pour notre démocratie. On a maintenant une question de M. Régent Roy qui, dans le fond, me posait une question concernant les engagements du Parti québécois pour la lutte à la pauvreté, notamment chez les personnes aînées, donc au niveau du revenu. Bien, je veux vous assurer qu'on va avoir des propositions extrêmement intéressantes à formuler en ce sens-là. Je vous dis, soyez attentifs de notre campagne électorale. Je ne veux pas brûler de punch, comme on dit, mais la question des aînés, ça va faire partie vraiment des socles fondamentaux de nos engagements pour la présente campagne électorale, parce qu'on croit qu'il est temps de redonner de la dignité à nos aînés. Il faut que les aînés puissent vieillir dans la dignité avec donc un revenu qui est assez important pour leur permettre de s'épanouir. Donc, on va agir au niveau du logement, notamment. Ça, c'est des positions qui sont déjà connues, mais le Parti québécois, on veut réinvestir massivement pour le logement social, pour être bien certain qu'il y ait davantage de personnes qui puissent avoir accès à un logement abordable et, bien entendu, qu'il y ait des logements comme ceux-là qui soient réservés pour les personnes aînées. Alors, je vous invite à vous tenir au courant de la campagne électorale pour nos annonces subséquentes.
Maintenant, il y a Patrick Baudry, Emmanuel Potvin, Anne-Marie Gosselin, donc plusieurs personnes. On voit que c'est un sujet chaud, et c'est le cas de le dire, donc qui me demandent notamment davantage de détails sur l'engagement du Parti québécois concernant tout ce qui a trait à l'environnement pour assurer à nos enfants un avenir plus vert. Et on sait avec l'été qu'on a connu, les canicules, les événements météorologiques vraiment extrêmes, c'est un enjeu, la question des changements climatiques, qui revient vraiment souvent dans l'actualité et qu'on doit vraiment mettre de l'avant. Ça doit être une priorité permanente. D'ailleurs, moi, je suis très fière de vous dire, en grande primeur, que mon local électoral, on a choisi cette année de prendre le virage vert. Donc, on est un local zéro déchet. Je vais d'ailleurs vous informer plus spécifiquement là-dessus dans les prochains jours, mais ça, c'est une belle fierté. Donc, ça commence par des gestes individuels, bien sûr, mais au Parti québécois, on veut également prendre le virage vert lorsque nous serons au gouvernement à partir du 1er octobre. En fait, le budget que nous allons déposer dès cet automne, ce sera le premier budget du virage vert. Ça, c'est extrêmement important et on a un plan super intéressant pour l'environnement que je vous invite à aller consulter en pq.org. Il y a vraiment plusieurs mesures, là, ça fait à peu près 3 pages, donc de choses qu'on veut faire pour faciliter la transition énergétique, réduire les émissions de gaz à effet de serre, qu'on puisse respecter nos engagements internationaux, parce que je vous le dis tout de suite, le Canada n'est pas du tout parti pour les respecter. Quand il met sur le développement du pétrole bitumineux en Alberta avec le pipeline, le léoduc, qu'ils ont même acheté, mais bon, on a vu les derniers développements dans les derniers jours, c'est pas si simple. Donc, c'est important de se tenir debout, c'est important que le Québec puisse poser des gestes concrets et on est déjà des leaders en matière d'énergie verte, mais maintenant, il faut qu'on soit, contagieux, qu'on soit encore davantage un modèle aussi pour les autres nations à travers le monde. Bien sûr, on va pouvoir exercer un leadership beaucoup plus fort comme pays indépendant et c'est pour ça notamment que je crois que le Québec devrait devenir un pays pour pouvoir agir sur la scène internationale. Mais même chez nous, on a vraiment des efforts à faire. Par exemple, la Caisse de dépôt et de placement du Québec investit encore dans des énergies fossiles. Nous, on croit au Parti québécois qu'on doit vraiment donner l'exemple. Alors, si on est élu au gouvernement le 1er octobre, eh bien, on va faire en sorte que la Caisse retire ses investissements de toutes les énergies sales et l'investisse plutôt dans des projets porteurs pour l'environnement et dans l'énergie propre et renouvelable. Alors, c'est avec des exemples comme ça qu'on va réussir à vraiment faire des petits et à donner l'exemple au niveau du gouvernement. Mais vraiment, ça vaut la peine. Je vous invite à aller sur le site du Parti québécois pour avoir le programme complet en matière d'environnement. C'est un programme qui est extrêmement solide et qui gagne à être connu. Mais ne vous en faites pas, pour ceux qui me demandaient si l'environnement allait être un thème important de la campagne électorale, oui, on va avoir plusieurs annonces en ce sens dans les prochaines semaines. Puis en attendant, je vous invite à consulter la page Facebook de mon collègue Sylvain Godreau parce qu'il a fait un débat la semaine dernière sur les ondes de RDI où il a vraiment montré que c'est le Parti québécois qui avait le meilleur programme en environnement. Donc, si vous allez le consulter, vous pouvez aller le retrouver là, sur les réseaux sociaux et vous ne serez certainement pas déçus. Maintenant, il y a M. Serge Meunier qui me demande aussi une question sur les aînés, en fait, qui me dit qu'il aimerait en entendre davantage sur les aînés en général et pas seulement sur ceux qui sont en CHSLD. Parce que c'est sûr, la question de l'État, des CHSLD, on en a abondamment parlé, mais souvent, c'est de l'hébergement de longue durée, donc des personnes qui sont en fin de vie bien souvent, et les aînés, ça ne représente pas seulement donc, les gens qui sont en CHSLD, bien sûr, c'est une grande partie de la population, puis comme je l'ai dit tantôt, il faut s'assurer que les gens puissent vieillir, oui, dans la dignité, mais aussi les aînés ont une formidable expérience à nous partager. Donc, comment améliorer la communication entre les générations, de leur donner aussi donc, des outils pour qu'ils puissent davantage participer aussi à la vie citoyenne. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on est capable de faire. Puis ça aussi, on va avoir des annonces dans les prochaines semaines. Et c'est clair que pour nous, ils doivent participer à la vie en société. Puis c'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on devrait être exclu. Bien au contraire, il faut vraiment miser sur les projets qui sont intergénérationnels. Monsieur Claude Chiasson, maintenant, qui dit qu'au Parti québécois, on devrait mettre l'accent sur le dossier du chantier de la Davie. Donc, oui, effectivement, et je vous confirme qu'on met beaucoup l'accent sur ce dossier-là parce que c'est un exemple vraiment probant d'à quel point on se fait avoir au Québec dans le système fédéral actuel. Vous savez, le chantier de la Davie, c'est situé à Lévis, donc sur la rive sud de Québec, et c'est un chantier naval, en fait, qui est noté parmi les meilleurs, sinon le meilleur au Canada.
Et là, le gouvernement fédéral, lorsqu'il a décidé de faire des commandes pour des nouveaux navires, a décidé de sélectionner des chantiers navals à Halifax et à Vancouver plutôt que de donner les contrats à la Davie, ce qui fait en sorte qu'on s'est vu passer sur le nez des milliards de dollars en termes de contrats qui représentent des centaines d'emplois ici pour le Québec au profit d'autres provinces, alors que c'est aussi avec notre argent qu'on subventionne donc les nouveaux navires du fédéral. Pourtant, c'est ici qu'on a la main-d'œuvre la plus spécialisée, où on a fait nos preuves. Alors ça, c'est vraiment révoltant, puis ça montre que notre argent est investi ailleurs, alors que si on était un pays indépendant et qu'on avait besoin de nouveaux navires, eh bien, on les ferait faire évidemment chez nous, et ces milliards-là, on les aurait gardés dans nos poches. Alors actuellement, on subventionne des emplois dans d'autres provinces et ça fonctionne beaucoup comme ça au Canada. C'est pas la première fois qu'on voit une injustice économique de la sorte. Alors, quand on dit qu'on en perd au change, c'est pas seulement au niveau des chiffres comptables, c'est aussi avec des investissements comme ça, des investissements économiques qui, à long terme, ont un impact extrêmement important dans le développement de certaines industries, par exemple ici au Québec, par rapport à ce qui est fait dans d'autres provinces canadiennes. Alors, c'est un dossier que l'on martèle, que l'on va continuer à marteler, et on va exiger des réponses aussi l'an prochain. Il y a des élections fédérales, alors c'est certain que Jean-François Lisée, comme premier ministre du Québec, va vraiment demander aux partis politiques, au fédéral, de se positionner sur ce dossier-là, et on ne manquera pas de faire une pédagogie de l'indépendance aussi grâce à ces exemples qui sont nombreux, mais c'est vrai que le dossier du chantier des vies est vraiment un dossier qui est vraiment très, très probant pour la situation du Québec dans le Canada au niveau économique. Maintenant, M. Jacques Ménard me dit qu'il aimerait que l'on voit davantage l'équipe de rêve du Parti québécois dans le domaine de la santé. Et là, M. Ménard, je dois vous dire que vous avez totalement raison. Franchement, au Parti québécois, on a de quoi être fiers de notre équipe santé. On a un trio qui a été présenté à l'occasion d'une conférence de presse en juin dernier, vraiment des plus solides, et je vais vous les présenter brièvement. Bien sûr, ici à Longueuil, on connaît très bien ma collègue Diane Lamar, qui est ma voisine de circonscription, donc dans la circonscription de Taillon chez nous à Longueuil, l'ancienne présidente de l'Ordre des pharmaciens et pharmaciennes du Québec. On a aussi Diane Lavallée qui se présente dans la circonscription de Tachereau avec nous au Parti québécois, donc qui prend la relève d'Agnès Maltais. Et donc, Mme Lavallée a été la fondatrice de la Fédération des infirmières du Québec, donc la FIC, Fédération interprofessionnelle. Donc, elle-même infirmière, donc ça, c'est vraiment aussi un atout très important dans notre équipe. Et finalement, on a aussi le docteur Éric Tremblay, qui était le vice-président de Médecins pour un régime public. Alors, vous vous souvenez, là, la coalition de médecins, ils ont été des centaines à signer une pétition pour dire qu'eux, ils étaient en désaccord avec les augmentations salariales faramineuses qui leur étaient accordées, et qu'ils souhaitaient plutôt que cet argent-là soit investi là où on en a le plus besoin, c'est-à-dire dans les services aux patients. Parce que c'est vraiment là que l'argent doit aller dans le système de santé, et ils sont des centaines à le reconnaître. Donc, nos médecins doivent être bien payés, on s'entend, mais ils le sont déjà extrêmement bien. Et c'est pas toujours une bonne idée de se comparer à l'Ontario, parce que vous savez, le coût de la vie en Ontario, il est beaucoup plus élevé. Alors, c'est normal que les salaires, en conséquence, soient plus élevés aussi. Mais au Québec, ça coûte beaucoup moins cher, par exemple, se nourrir, se loger. Donc, c'est pour ça que les salaires vont être moins élevés. Alors, il ne faut pas toujours avoir tendance à se comparer avec l'Ontario. Et pour le niveau de vie, ici, les médecins sont déjà très, très bien payés, contrairement, par exemple, à d'autres professionnels de la santé qui, eux, ont très peu de ressources, ont de mauvaises conditions de travail, sont forcés, par exemple, à faire des heures supplémentaires. Et nous, au Parti québécois, on veut vraiment mettre un terme à ça. On veut que les infirmières, que les préposés, que tous les professionnels de la santé puissent travailler dans de meilleures conditions de travail, puissent remettre le patient au cœur de leurs priorités, qu'ils puissent avoir du temps aussi pour soigner les patients et qu'ils puissent être donc mieux accompagnés, donc pas poussés vers des burn-out comme on le voit malheureusement trop souvent actuellement dans le système de santé. Et ça, c'est un engagement très ferme que l'on prend de notre côté et qui est porté par cette équipe de rêve dans le milieu de la santé et qu'on a très hâte de voir au gouvernement à partir du 1er octobre. Maintenant, M. Denis Bélanger qui me dit « Je souhaite que le parti parle en avant-plan de la récupération de milliards de dollars provenant des abris fiscaux, des cartels, de la corruption, pour les utiliser pour les nombreux projets crédibles pour notre Québec. »
Mais d'abord, M. Bélanger, je dois vous dire que vous avez totalement raison. C'est complètement indécent de voir qu'il y a des millions de dollars qui quittent le Québec dans des paradis fiscaux, notamment. Parce que bon, ça, c'est déjà une question. La CARTES en est une autre, j'y reviendrai. Et il y a eu une commission indépendante à l'Assemblée nationale qui a suggéré des modifications, des choses que le gouvernement du Québec pourrait faire de plus pour empêcher que cet argent-là quitte le Québec, notamment donner plus de pouvoir à Revenu Québec pour détecter ce genre de manœuvres. Mais malheureusement, le gouvernement libéral a manqué cruellement de leadership sur ce sujet-là, sur la question des paradis fiscaux. Je vous laisse tirer vos propres conclusions là-dessus. Mais au Parti québécois, pour nous, c'est très clair. Dès notre arrivée au pouvoir, on va vraiment mettre la priorité aussi là-dessus parce que l'argent, on en a besoin. Tout le monde doit assurer sa juste part dans notre État. Et donc, il faut contrôler davantage cet argent qui sort de l'extérieur. C'est bien sûr qu'on n'a pas tous les pouvoirs, étant donné qu'on est seulement une province. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles on souhaite l'indépendance. On va pouvoir contrôler davantage et pas être tributaire d'un gouvernement fédéral qui est très gentil, au fond, avec les paradis fiscaux et même qui en crée de nouveaux, parce qu'il faut savoir que Justin Trudeau, depuis son élection en 2015, a donné le feu vert à l'établissement de nouveaux paradis fiscaux. Alors, si on veut vraiment lutter efficacement contre ça, il faut être un pays. Mais même présentement, dans la situation où on peut agir plus efficacement pour prévenir ces situations et c'est ce qu'on veut faire du côté du Parti québécois. Je vous invite en ce sens à aller visionner les différentes interventions qu'a fait mon collègue Nicolas Marceau à l'Assemblée nationale dans les derniers mois précisément à ce sujet. Maintenant, au niveau des cartels, ça c'est une autre question aussi qui a été abordée lors de la dernière session parlementaire. On a tous été touchés par la hausse des prix de l'essence, en fait tous ceux, sauf ceux qui ont des véhicules électriques, comme j'ai la chance d'en avoir un durant la campagne électorale. Mais il y a d'autres défis et ça, c'est vraiment une autre question. Mais au niveau donc, du prix de l'essence, on a vu qu'il y a eu des augmentations, puis on ne savait pas pourquoi, c'était pas vraiment fondé la raison, les prix du baril de pétrole n'avaient pas augmenté. Et pourquoi? Mais c'est à raison du manque de concurrence dans le domaine, puis dans le fait aussi que les compagnies, donc les stations-service se mettent ensemble dans une espèce de processus de collusion pour fixer un prix d'essence qui ne correspond pas nécessairement à la réalité du marché. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Et on l'a vu, c'est pas seulement dans le domaine de l'essence, il y a même un cartel du prix du pain. Donc, les compagnies qui produisent le pain qui s'arrangent pour augmenter les prix, donc qui se font des ententes de sorte que les consommateurs finissent par payer plus cher. Et c'est comme ça dans beaucoup d'autres produits aussi de l'épicerie. Alors, imaginez si chaque fois, par exemple, à chaque semaine, vous payez 10 $ de trop en raison de ces cartels-là sur votre essence, sur votre épicerie, bien, ça fait quand même bien 520 $ par année de trop que vous payez. Si vous mettez l'épicerie avec l'essence, bien, par exemple, ça peut augmenter à 1000 $. Donc, il est temps, enfin, qu'il y ait quelqu'un qui prenne ses responsabilités. Nous, on veut le faire au Parti québécois. On veut créer un bureau de la concurrence du Québec, parce qu'en ce moment, il y en a juste un au niveau fédéral et visiblement, il ne fait vraiment pas sa job. Donc, dans ce temps-là, nous, on veut en créer un proprement québécois qui va avoir les moyens d'agir pour empêcher les cartels de venir flouer les consommateurs québécois et ainsi redonner de l'argent dans les poches des consommateurs. Maintenant, on a Mme Denise Pépin qui, dans un tout autre registre, me dit qu'elle aimerait que les élèves puissent connaître davantage notre histoire au Québec. Évidemment, au Parti québécois, on en est également. C'est nous d'ailleurs qui avions instauré le cours d'histoire obligatoire pour tous les élèves du niveau collégial lors de la période 2012-2014, lorsque nous étions au gouvernement avec le ministre Pierre Duchesne. Et d'ailleurs, peut-être que plusieurs d'entre vous vous en rappelez bien, mais ça a été la première chose que les libéraux ont abrogée en arrivant au pouvoir en 2014. Alors, ça en dit long. Leur première priorité a été de couper le cours d'histoire qui venait juste d'être instauré au niveau collégial, alors qu'il n'a jamais pu être donné, malheureusement. Alors, il va sans dire qu'avec un Parti québécois au pouvoir au mois d'octobre, eh bien, on va rétablir le cours d'histoire au collégial, mais on veut vraiment aussi venir renforcer la connaissance de l'histoire au niveau local et régional. Et ça, c'est une annonce que Carole Poirier et Pascal Bérubé ont faite il y a déjà quelques mois. Donc, on va offrir aux écoles la possibilité d'offrir au niveau primaire et secondaire des volets de cours d'histoire non seulement national, mais aussi au niveau
donc de leur localité, de leur ville et de leur région pour renforcer aussi le sentiment d'appartenance au territoire et la connaissance du milieu. Et ça, on trouve que ça serait vraiment très, très intéressant. Maintenant, M. Dar Richard qui me demande quand est-ce que votre campagne fera la tournée dans les écoles secondaires pour informer les jeunes de votre plateforme électorale? Bon, d'abord, les élèves du niveau secondaire ne votent pas aux élections. Par contre, il n'est jamais trop tôt pour s'intéresser à la politique. Et d'ailleurs, moi, comme députée, par exemple, ici à Longueuil, je fais à chaque année la tournée des écoles secondaires, que ce soit pour les secondaires 5 ou encore pour les jeunes qui sont, par exemple, dans leur cours d'histoire en secondaire 3 ou en secondaire 4. Bref, je leur fais la présentation de mon travail comme députée. Mais bien sûr, ça reste non partisan parce qu'à cet âge-là, bon, il faut que les jeunes se forment leurs propres idées. Je leur montre comment faire pour s'informer, pour savoir ce que les différents partis proposent parce que je pense qu'on ne s'initie jamais assez tôt à la démocratie. Et d'ailleurs, bon, on peut discuter du vote, par exemple, à 16 ans. Ça pourrait être une possibilité aussi pour faire en sorte qu'un plus grand nombre de jeunes s'intéressent aux élections à un moment de leur vie qui est plus stable et qui fasse en sorte qu'ils puissent aller voter pour la première fois. Donc à 16 ans, parce qu'on sait que le premier vote est vraiment déterminant dans l'habitude électorale des jeunes. Donc ça peut être une possibilité. Mais pour l'instant, je pense que c'est ça la priorité, de montrer aux jeunes du secondaire les meilleures manières de pouvoir s'informer. Et ça, on pourrait le faire notamment en instaurant un cours d'éducation à la citoyenneté qui est énormément réclamé. Même moi, justement, je vous parlais tout à l'heure de ma tournée dans les cégeps, dans les universités. Les jeunes, le principal constat que j'ai fait, c'est qu'ils se sentent peu outillés pour bien comprendre la politique, pour faire un choix éclairé lors des campagnes électorales. Et c'est pour ça que ce serait nécessaire aussi d'avoir un cours d'éducation à la citoyenneté, parce que ça permettrait de poser les jalons d'une bonne connaissance politique et de faire en sorte que les jeunes sachent par où se retrouver dans la sphère électorale lorsque vient le temps de faire un choix aussi important que de décider quel parti on veut voir au gouvernement pour prendre les décisions qui vont avoir un impact énorme sur notre avenir. Alors ça, c'est sûr que c'est très important. Et soyez sans crainte, moi, j'ai été très présente dans les cégeps et les universités dans les derniers mois. Maintenant, bon, durant la campagne électorale, il y a le Comité national des jeunes aussi qui est hyper actif partout dans l'ensemble de nos régions pour faire connaître les propositions du Parti québécois. Alors, évidemment, on y voit. Donc, soyez confiants. Puis d'ailleurs, on voyait cette semaine là, des sondages sur le vote des jeunes. Mais il faut savoir que la vaste majorité des jeunes, en fait, sont indécis quant aux choix qu'ils feront le 1er octobre. Donc, les résultats que vous voyez, c'est aussi après la répartition des indécis. Et c'est l'électorat aussi qui est le plus volatile. Donc, c'est une génération, ma génération, qui n'a pas encore pris vraiment d'habitude électorale. Donc, ça va changer d'élection en élection. Par exemple, en 2012, ça a été le Parti québécois qui a été le parti favori des 18 à 24 ans. Donc, ça change régulièrement comme ça. Et on a confiance qu'avec la campagne dynamique qu'on est en train de mener, on va pouvoir convaincre une majorité de jeunes Québécois de joindre leur voix à la nôtre et de voter pour le PQ le 1er octobre prochain. Maintenant, il y a M. Jack Briston qui me demande comment arriver à la conclusion de la pénurie de main-d'œuvre si on a des milliers de chômeurs au Québec. Bon, il faut savoir quand même que le taux de chômage est à un taux particulièrement bas depuis déjà plusieurs mois, par le contexte aussi de la pénurie de main-d'œuvre. Et souvent, bon, les gens qui sont encore comptabilisés donc, dans le taux de chômage, bon, c'est beaucoup des emplois saisonniers, par exemple, qui n'existent pas donc de contrepartie pour l'été ou pour l'hiver, dépendamment du métier qui est exercé, donc souvent des emplois en région, par exemple. Mais c'est aussi en région qu'on a besoin davantage de main-d'œuvre. Mais quand on a un emploi qui est saisonnier, une entreprise n'est pas nécessairement intéressée à nous embaucher pour une moitié d'année. Donc, c'est ça aussi la problématique. On doit agir aussi au niveau de la formation de la main-d'œuvre parce que, bon, dans certains secteurs où on a vraiment besoin de gens qui occupent des emplois rapidement, c'est des emplois qui peuvent être spécialisés, qui demandent une certaine formation. Alors, il faut qu'on puisse offrir ce perfectionnement, cette formation aux citoyens qui ont besoin d'avoir un emploi. Puis il y a déjà une adéquation qui est très bien faite par plusieurs organismes en employabilité au Québec. Par exemple, ici, on a l'organisme Place à l'emploi qui s'occupe de soutenir les personnes qui sont en attente de retrouver un emploi et de pouvoir les appuyer en développant certaines compétences, en les référant à des offres de formation. Donc, c'est un travail qui se fait déjà.
Mais oui, la pénurie de main-d'œuvre, c'est quelque chose qui est extrêmement important, particulièrement en régions plus éloignées, là où se trouve le plus gros bassin manquant de main-d'œuvre. Alors, c'est pour ça aussi qu'on parle de moyens d'attirer des gens en région, que ce soit des nouveaux arrivants, que ce soit des gens ici de la région métropolitaine. Donc, il y a des compagnies, des entreprises qui rivalisent de créativité pour faire venir les gens en région. Il y a des chambres de commerce, par exemple, qui organisent vraiment des journées exploratoires, donc qui ne lisent, par exemple, un autobus, qui vont, par exemple, sur la Côte-Nord pendant une fin de semaine, voir comment ça se passe, c'est quoi la vie sur la Côte-Nord, visiter des employeurs, quelles conditions pourraient être disponibles, donc vivre vraiment la vie et inciter un plus grand nombre de gens à s'établir en région pour assurer la vitalité de notre territoire. Si on croit au Québec, on croit aussi à son territoire, on croit à ses villages, on croit en l'occupation du territoire et pour ça, c'est important d'assurer la vitalité économique aussi de l'ensemble des régions du Québec. Maintenant, il y a Samuel Boone qui nous pose une question là, que je trouve particulièrement pertinente. Donc, il demande pourquoi y a-t-il encore des gens qui ne votent pas pour le Parti québécois? C'est la meilleure équipe, les meilleures idées, je ne vois pas ce qu'il leur manque. Là, je suis vraiment d'accord avec toi, Samuel, mais ça, c'est un travail qu'on poursuit pour les 29 prochains jours. Donc, évidemment, dans une démocratie, c'est normal, il y a des gens qui ne seront jamais d'accord avec les idéaux que l'on porte, mais moi aussi, je suis convaincue qu'on a le meilleur programme, qu'on a la meilleure équipe, mais ça, il faut le faire connaître. Alors, tous ceux qui appuient le Parti québécois, on se doit d'être contagieux, on se doit d'en parler à nos amis, à notre famille, à nos collègues. Moi, je vous invite à partager sur les réseaux sociaux. On a ce formidable outil médiatique entre nos mains. Des fois, dans les médias traditionnels, on sent que nos messages ne passent pas toujours comme on le voudrait. Mais sur les réseaux sociaux, on a la possibilité comme ça de communiquer l'information avec notre réseau. Alors, tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, je vous invite à être très actifs, particulièrement dans les 29 prochains jours. C'est vraiment important de faire connaître nos idées à l'ensemble de la population parce que moi, je crois que quand les idées du Parti québécois elles sont connues, on réussit à avoir l'adhésion d'un plus grand nombre de gens. Et on le voit d'ailleurs déjà depuis le début de la campagne électorale, on est extrêmement actif, extrêmement dynamique, on fait des propositions concrètes qui vont avoir un impact direct dans la vie des gens. Et on voit que les Québécois, depuis le début de la campagne, semblent surpris aussi parce qu'on entend tellement dire du négatif du Parti québécois depuis des mois et on surprend totalement en ce début de campagne. C'est nous qui avons la meilleure campagne électorale jusqu'à maintenant, selon presque l'ensemble des analystes politiques. C'était le constat qui était dressé la semaine dernière. C'est le constat qui est encore davantage dressé cette semaine. Alors, on est bien parti, mais il faut continuer pour avoir le plus haut résultat possible le 1er octobre prochain. Il y a maintenant M. Tristan Roy qui me demande « Soutenez-vous le projet de synergie des industries de la ville de la Rive-Sud, initié par Pierre Nantel pour produire davantage de voitures électriques. » Alors oui, M. Roy, vous faites référence au projet de la Coalition électrique pour la Rive-Sud, qui est en fait une coalition d'élus ici dans la région qui se sont rassemblés à l'initiative du député Pierre Nantel pour faire de Longueuil vraiment la plaque tournante de l'électrification des transports au Québec. Et évidemment que j'appuie le projet parce que j'en suis l'une des membres fondatrices. Alors, j'en suis très fière parce qu'on a une grappe industrielle vraiment intéressante ici à Longueuil pour pouvoir développer ce secteur et c'est ça en quoi on croit. On croit que Longueuil dispose d'un avantage concurrentiel dans ce secteur. Alors, c'est beau de voir que tous les élus, peu importe le parti duquel on provient, on s'est réunis ensemble pour cette cause-là, pour développer notre économie, une économie verte chez nous à Longueuil, dont on est déjà fiers, mais dont on pourrait être encore davantage fiers. Alors, il faut interpeller l'ensemble de nos paliers de gouvernement et c'est comme ça qu'on va vraiment réussir à faire de Longueuil cette plaque tournante de l'électrification des transports. Alors, évidemment, vous aurez compris que je soutiens à 110% le projet. Maintenant, on a eu quelques questions sur la question de l'éducation, qui est vraiment un enjeu fondamental, qui devrait être, à mon sens, et au sens du Parti québécois en général, la priorité permanente de la nation. Alors, il y a M. Nicolas Maritet et Samuel Chagnon qui m'ont demandé notre vision plus générale de l'éducation au Québec, de l'état des lieux, quelles mesures seraient mises de l'avant si vous êtes élu. Alors, bon, c'est sûr qu'au niveau du Parti québécois, on croit que chaque dollar qu'on a actuellement là, dans l'État québécois devrait être dépensé
dans les services publics à la population, dans un réinvestissement massif en santé, en éducation, parce que c'est trop important pour être laissé pour compte, comme l'ont fait les libéraux dans les dernières années, en coupant, par exemple, 300 orthophonistes pour nos élèves dans les écoles. Ça n'a pas de bon sens. Il faut absolument pouvoir assurer des services aux élèves. Ça, c'est une priorité si on veut assurer la réussite scolaire, pouvoir détecter les problèmes plus tôt pour pouvoir agir plus rapidement et ainsi pouvoir accompagner nos élèves dans leur réussite. Mais il y a aussi les profs. Parce que tantôt, je parlais des infirmières, par exemple, qui sont complètement surmenées. Mais les profs aussi, on a vu un taux d'épuisement qui va en montant. On a vu que les jeunes enseignants quittaient de plus en plus la profession après seulement quelques années, et ça, c'est anormal. Alors, il faut assurer un meilleur soutien pour nos enseignants. Et c'est bien normal que si un jeune enseignant sort de l'école, sort de l'université, arrive dans une classe où il y a par exemple 24, 25 étudiants, que là-dessus, il y en a 10 qui ont des difficultés d'apprentissage, qui leur demandent énormément de temps, qui n'ont pas accès à des ressources externes, bien, c'est difficile pour eux d'accompagner, par exemple, le reste de la classe par la suite. Et ça fait des situations après où les jeunes qui n'ont pas de difficulté bien, sont un peu laissés pour compte. Ceux qui ont de la difficulté n'ont pas assez de soutien. Les profs se sentent complètement désemparés. Alors, il faut régler ça. Il faut que les profs aient davantage de soutien. Il faut qu'il y ait des meilleures conditions de travail, un peu comme les infirmières ou les préposés dont je vous parlais tout à l'heure. Ça doit être une priorité de l'État. Mais on veut aussi lancer un vaste chantier de rénovation de nos écoles, parce que si on veut aussi améliorer l'appartenance au milieu, la persévérance scolaire, il faut que nos étudiants puissent évoluer dans un environnement qui est stimulant. Donc, avoir des écoles où les infrastructures sont adaptées. Puis on ne parle pas seulement au niveau de la beauté de l'école, mais il y a vraiment des écoles qui sont en décrépitude au Québec. Juste ici à Longueuil, la vaste majorité de nos écoles publiques demandent des réinvestissements massifs au niveau des infrastructures, des dizaines de milliers de dollars dans plusieurs cas. Donc, il y a plusieurs écoles qui sont notées D ou E pour la qualité de leurs infrastructures et ça, c'est complètement inacceptable. Et là, je vous parle seulement au niveau du bâtiment. Là, j'exclus la question des cours d'école parce que ça aussi, ça doit être un enjeu extrêmement important. Parce que bon, c'est aussi un milieu dans lequel évoluent les enfants et qui font en sorte qu'un enfant a envie d'aller à l'école le matin pour aller jouer avec ses amis, par exemple. Et donc, on veut améliorer l'accès aux aires de jeu puis avoir des aires de jeu qui soient stimulantes. Et ça, c'est un engagement aussi que j'ai pris au niveau local. Comme députée de Marie-Victorin, ce sera évidemment l'une de mes priorités pour les écoles ici de la circonscription. Maintenant, il y a quelqu'un sous le pseudonyme, j'imagine, de Cellule Unique, qui me demande, qui me questionne à savoir quelle est la vision du Parti québécois au sujet du congé parental pour les parents adoptants et l'aide financière que l'on peut apporter aux couples infertiles. Donc, ça tombe bien parce que ça a justement fait l'objet d'une annonce cette semaine par notre chef Jean-François Lisée, notre vice-chef Véronique Yvon. En fait, on veut que le congé parental soit davantage flexible. Donc, que certaines journées, par exemple 20 jours du congé parental, puissent être utilisées par la suite dans n'importe quel moment jusqu'à l'entrée de l'enfant à la maternelle, donc à l'école primaire, pour donc assurer que dans certains moments où il y a vraiment un besoin d'être avec son enfant, que l'enfant soit malade par exemple, qu'on soit capable d'utiliser cette banque de journées-là pour répondre à ses besoins vraiment ponctuels. Donc, ce serait au choix des parents. Mais on veut aussi augmenter de 2 semaines le congé pour les papas, donc qui ont déjà un congé de paternité qui a été instauré notamment par les politiques du Parti québécois qui ont été les instigateurs à la fin des années 90 du régime de congés parentaux. Mais on croit que les papas devraient en avoir encore davantage. Donc, on s'engage à donner 2 semaines supplémentaires parce que les mamans avec un nouveau-té, ils ne repassent pas. Donc, c'est important de penser aussi à eux. Donc, la flexibilité, le congé parental pour les pères et finalement, pour la question des couples infertiles, bien, vous savez, c'est le Parti québécois qui avait mis en place le programme aussi pour faciliter l'accès à la fécondation in vitro pour les couples infertiles. Malheureusement, qui a été coupé très rapidement par le gouvernement libéral avec à sa tête M. Barrette au niveau de la santé. Et donc, nous, on s'est engagé depuis déjà plusieurs mois à rétablir le programme et donc l'accès pour les couples infertiles à la fécondation in vitro. Maintenant, il y a M. Léonard Chevary qui me pose une question en lien avec la loi sur le contrôle des armes à feu.
En fait, il me demande si oui ou non on est d'accord avec la loi qui a été votée par le Parti libéral, donc par le gouvernement libéral. Et oui, nous, on est en faveur de la loi sur le contrôle des armes à feu. On croit que c'est important qu'on puisse avoir un registre. Malheureusement, on voit que dans les endroits comme les États-Unis où les armes ne sont pas du tout contrôlées, l'impact de ces mesures-là, on voit qu'il y a des tueries vraiment de façon extrêmement répétée. Et pour nous, au Québec, je crois que c'est dans nos valeurs de faire en sorte de protéger le plus possible la population. C'est sûr que ça ne règle pas tout. Hein? Une loi sur le registre des armes à feu, on ne peut pas empêcher des gens d'agir de la sorte, mais si on se donne toutes les chances possibles de notre côté pour que de tels drames n'arrivent pas au Québec, eh bien, je crois qu'on va les prendre. Et les résultats, du moins, ont été probants. Il y a d'autres facteurs, bien évidemment, mais au Québec, on a toujours été plus sévère dans la restriction des armes à feu. Et heureusement, on a toujours eu moins aussi d'événements de la sorte. Donc, je pense qu'il faut se protéger le plus possible. C'est sûr que c'est des contraintes, c'est sûr que c'est des sous à investir pour un registre des armes à feu, mais nous, on croit que c'est nécessaire. Moi, par exemple, mon père, il est chasseur, il possède des armes, et pour lui, c'est pas un problème de devoir s'enregistrer. Et je suis certaine que c'est partagé par un bon nombre de chasseurs chez nous au Québec. Donc, c'est une procédure administrative qui peut être un peu lourde, c'est certain, mais je crois que c'est important pour la vie en société, puis c'est des lois comme ça que nous devons nous donner. Donc, je suis évidemment en accord avec ça. Maintenant, il y a M. Jean-Marie Douteur qui me dit donc les étudiants ont un tarif réduit pour le transport, notamment pour prendre le train, mais les abonnements sont du premier au dernier jour du mois. Alors, si un étudiant prend un abonnement le 29 du mois, il paye le mois écoulé au complet et il repaye le premier du mois suivant. Pourquoi pas faire des abonnements d'un mois à partir de la date d'achat? C'est un constat évidemment intéressant. C'est certain que ces décisions-là se prennent au niveau des sociétés de transport. A priori, ça pourrait être intéressant évidemment de l'étudier parce que c'est vrai que ça pourrait être plus avantageux puis qu'on pourrait peut-être revoir la façon dont les tarifications sont faites. Alors, sachez, M. Douteur, que j'en prends bonne note. Maintenant, il y a M. Jean-Yves Nadeau qui me demande quel est votre plan d'action pour augmenter l'adhérence à la souveraineté. C'est vraiment important parce qu'il faut bien comprendre le plan du Parti québécois et malheureusement, dans les médias, on a beaucoup dit que le Parti québécois mettait de côté la question nationale pour la présente élection. Mais c'est complètement faux. En fait, on ne met pas du tout de côté la question nationale. Au contraire, c'est le socle fondamental de notre parti politique. Alors évidemment, pour nous, ça demeure la priorité numéro 1. Ce qu'on dit toutefois, c'est qu'on ne fera pas de référendum dans un premier mandat. Il faut vraiment le distinguer par rapport à la promotion de notre idée d'indépendance. Parce que nous, pourquoi avec Jean-François Lisée, on a décidé de le faire dans le deuxième mandat, donc en 2022, c'est parce qu'on veut s'assurer de toutes les chances de réussite de notre projet de pays. Et pour ça, il faut se donner le temps de faire la promotion, justement, de convaincre la majorité de la population d'embarquer avec nous. Et vous savez, par exemple, juste au niveau des études sur la souveraineté, les dernières, elles remontent aux années 90, donc avec Jacques Parizeau. Et c'est pour ça qu'on s'est engagé à faire un secrétariat sur l'indépendance avec Jean-Martin Hossan, qui sera chargé de mettre à jour l'ensemble des études qui vont nous permettre par la suite de convaincre une majorité de Québécois d'embarquer avec nous. Mais ça ne s'arrête pas seulement là. Évidemment, on va poursuivre nos tournées auprès de la jeune génération qui n'a jamais connu les grands débats constitutionnels au Québec. Et j'en ai été témoin aussi dans les derniers mois lorsque j'ai fait ma tournée des cégeps, des universités. Il y a vraiment une demande. Pour ça, les étudiants sont très curieux d'en apprendre plus parce qu'on ne l'a pas vécu. Alors, c'est toute une génération qu'on doit politiser aussi sur le sujet. Puis les jeunes, oui, sont moins souverainistes, mais sont tout aussi moins fédéralistes parce qu'ils ne sont pas au courant des tenants et aboutissants, des raisons pourquoi ce serait avantageux pour un Québec d'être un pays. Alors, ce travail-là, moi, j'ai commencé à le faire, mais c'est un travail de longue haleine. Alors, on doit être plus nombreux, ça doit se faire de façon plus organisée aussi. Donc, dans les prochaines années, ça, on va vraiment s'y attarder. On va faire une grosse campagne aussi de pédagogie de l'indépendance lors de la campagne électorale fédérale l'an prochain, donc en 2019. Ça aussi, Jean-François Lisée a été très clair à ce sujet-là. Et finalement, en 2021, avant la prochaine élection, on va faire un grand congrès du Parti québécois pour définir l'offre indépendantiste, donc définir le projet de société, la vision que l'on veut amener en 2022 pour ensuite convaincre les gens d'embarquer avec nous, de voter pour le Parti québécois afin de tenir cette grande consultation gagnante qui va enfin accoucher d'un Québec souverain. Alors, on a un plan très, très sérieux et on veut y arriver de façon très rapide. En fait, ce sera seulement dans quelques années.
Alors, on vous invite évidemment tous les souverainistes à nous appuyer à la présente élection pour qu'on puisse mettre en place ce plan-là qui va nous permettre de réussir l'indépendance le plus rapidement possible. Finalement, il reste encore quelques questions. Jean-Évrard Bilodeau qui me demande, sur une échelle de 1 à 10, où se situe votre engagement à lutter contre les changements climatiques et à s'y adapter. Alors ça aussi, vous l'avez bien vu tout à l'heure quand j'ai parlé de notre plan pour les changements climatiques. On a le plan qui est le plus crédible, qui est le plus sérieux, et évidemment, la priorité, c'est 1. Parce qu'on aura beau ensuite parler de santé, d'éducation, de famille, si on n'a pas un environnement sain autour de nous, si on n'a pas une planète qui est en santé, ben, on aura beau parler de tous ces autres sujets-là, ça ne servira à rien. Alors, la préservation de notre planète, de notre climat, doit être une priorité incontournable. Et d'ailleurs, en parlant de climat, on veut justement intégrer cette notion-là au ministère. Donc, on veut que ce soit un ministère du climat, donc les changements climatiques, la question de l'énergie, l'environnement. Et on veut que le premier ministre aussi soit responsable du développement durable sous un gouvernement du Parti québécois. Alors, c'est dire l'importance que nous accordons à cet enjeu. Maintenant, Mme Suzanne Chaloute, pourquoi le PQ ne parle jamais de gestion responsable des matières recyclables? D'abord, non, c'est un sujet qui nous interpelle. C'est sûr que c'est un sujet peut-être moins sexy, par contre, dans les médias, et ça, des fois, on le déplore. Il y a des sujets comme ça qu'on aimerait qu'ils soient davantage mis de l'avant, malheureusement, qui percolent un peu moins. Mais il faut savoir qu'en 2013, sous un gouvernement du Parti québécois, on a mis en place le plan d'action pour la gestion responsable donc, des matières organiques, par exemple. Donc, c'est un plan d'action 2013-2015. On a été très fiers de mettre ça de l'avant. Donc, c'est le Parti québécois qui a agi à ce sujet-là avec notre ministre de l'Environnement d'époque, Yves-François Blanchet. Alors, je vous invite à aller regarder ça. Et plus récemment aussi, lorsque nous étions dans l'opposition ces dernières années, mon collègue Sylvain Gaudreault, qui était porte-parole en matière d'environnement, a dénoncé notamment le traitement de la gestion du recyclage, par exemple, des matières en vitre, donc des bouteilles de vin. On a suggéré qu'il puisse y avoir une consigne, que ça puisse davantage faciliter pour les citoyens de pouvoir recycler leur matière donc, en vitre. Donc ça aussi, ça a été un dossier qu'on a apporté. Alors évidemment, pour nous, c'est très important, mais malheureusement, il y a des choses comme ça qui ne percolent pas toujours dans les médias. Alors pour tous les détails, j'invite à aller voir notre programme au Parti québécois ou à seulement donc, aller voir le plan d'action que nous avions déposé en 2013. Maintenant, il y a Sébastien Bibeau qui me demande est-ce que l'événement Entreprendre Marie-Victorin sera de retour? C'était une belle initiative pour les entrepreneurs de la région. Eh bien oui, Entreprendre Marie-Victorin, ça a été une de nos initiatives ici avec les membres de mon équipe au bureau de circonscription. Ça s'est tenu au mois de mai dernier, ça a réuni plus d'une centaine d'entrepreneurs. Alors, on était vraiment fiers de notre résultat. On a vraiment voulu faire de la concertation entre les différents acteurs de notre milieu, donc autant les entrepreneurs, petits et grands entrepreneurs, donc petites, moyennes, grandes entreprises, avec par exemple les institutions comme la Chambre de commerce. On a également tous les médias locaux qui sont venus, le Courrier du Sud, FM 103.3, Point Sud, bref, tout le monde était là. Il y a eu également la participation de la commission scolaire de l'Université de Sherbrooke. Donc c'est ça aussi mon rôle comme députée, c'est d'être la médiatrice entre tous les acteurs de notre milieu. Puis ça a vraiment donné de très bons résultats, ça a permis à des liens de se nouer et évidemment qu'on veut le refaire l'année prochaine. Je ne pourrais pas encore vous dire sur quelle forme exactement, mais c'est certain que ça va revenir et on a d'ailleurs pris en note beaucoup de vos suggestions pour une nouvelle édition. Alors, ce serait très intéressant de pouvoir suivre ça, mais bien sûr, pour ça, je dois avoir un deuxième mandat, donc je dois être élue le 1er octobre prochain. Donc, maintenant, il y a Mme Padregda Broumard qui me demande une question au sujet de l'impôt des particuliers. Alors, elle me demande, est-ce que l'impôt des particuliers ou encore celui des entreprises sera augmenté si le Parti québécois est au pouvoir suite aux prochaines élections? Bien, pour nous, c'est très clair, ça fait des mois qu'on le répète. Non, il n'est pas question d'augmenter les impôts, ni des entreprises, ni des particuliers. Mais en même temps, on ne veut pas non plus les baisser. C'est là toute la nuance, parce qu'on considère, comme j'ai dit tout à l'heure, que chaque dollar qu'on a en ce moment, il est utile. Il doit être utilisé pour les services à la population, que ce soit la santé, que ce soit pour les familles, que ce soit pour l'éducation. C'est vraiment prioritaire de venir réinvestir dans les services publics, parce que vraiment, ils ont été mis à mal avec les années d'austérité libérale, les 15 dernières années que nous venons de traverser. Et c'est le temps, enfin, de pouvoir donner de l'air et de mieux soutenir nos concitoyens. Alors ça, c'est notre engagement qui est extrêmement ferme. Maintenant, Antoine Boucher
qui me pose une question sur l'impact du changement du mode de scrutin sur les résultats du Parti québécois. Donc, qui craignent que ça désavantage notre formation politique. En fait, quand on est démocrate, on ne réfléchit pas nécessairement de cette façon-là. Il ne faut pas dire, là, nous, ça va nous désavantager, donc on ne le fera pas. Je pense que malheureusement, il y a trop de partis politiques qui se sont dit ça, puis ça fait en sorte que les choses n'ont jamais bougé. En fait, moi, je crois que ce serait très bénéfique pour l'ensemble de la démocratie au Québec. Pour les résultats électoraux, on pourrait se questionner, mais l'important, c'est de donner davantage de voix à chacun, donc que chaque vote puisse davantage compter. Je crois que c'est vraiment la priorité. Puis en fait, au contraire, c'est une bonne chose pour le Parti québécois, le changement du mode de scrutin, parce que ça permettrait une meilleure collaboration entre les différents partis politiques. Et vous l'avez vu, c'est difficile les alliances entre les différents partis indépendantistes, mais avec une réforme du mode de scrutin, je crois que ça va faciliter les choses. Puis si on veut vraiment réussir à accomplir notre projet de faire du Québec un pays, avec la réforme du mode de scrutin, on va être davantage capable de s'allier entre les différentes formations politiques pour pouvoir mettre de côté les divergences qui nous divisent et mettre l'accent sur ce qui nous unit et réussir à faire du Québec un pays en étant des alliés. Alors ça, je crois que ça va vraiment nous aider et nous amener en ce sens-là. Maintenant, il y a plusieurs questions aussi. Jimmy Aymon et M. Ronald Leduc qui me posaient des questions sur la question de l'immigration, par exemple la question des demandeurs d'asile qu'on a vu beaucoup dans l'actualité ces derniers mois. Donc, ça a été une question qui m'a aussi beaucoup occupée à l'Assemblée nationale comme porte-parole du dossier de l'immigration. D'abord, vous me posez des questions sur l'immigration illégale par rapport à l'immigration irrégulière. Il faut vraiment faire la distinction. En fait, les gens qui sont passés par le chemin Roxham, c'est pas de l'immigration illégale, on dit que c'est de l'immigration irrégulière parce qu'en fait, ils empruntent un chemin irrégulier plutôt que de passer par les douanes officielles. Mais ça, il faut savoir que c'est pas un choix de ces personnes-là. En fait, si ces personnes-là avaient le choix, je vous garantis qu'ils passeraient par les douanes parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sécuritaire. Le problème, comme j'ai souvent répété à l'Assemblée nationale, c'est qu'en ce moment, il y a un accord entre les États-Unis et le Canada qui fait en sorte que les demandeurs d'asile n'ont pas le droit de passer par les douanes. Et c'est pour ça qu'ils empruntent un chemin irrégulier comme le chemin Roxham. Donc, c'est l'entente sur les pays tiers sûrs qui considèrent les États-Unis comme un pays sûr, alors qu'on voit en ce moment qu'avec les politiques de Donald Trump, ce n'est pas vraiment le cas. Alors, c'est pour ça que nous, en vertu même de cette entente-là, il y a un article qui permettrait au Canada de lever l'entente de façon unilatérale et de pouvoir permettre aux demandeurs d'asile de passer par les postes de douane régulières partout sur le territoire du Canada. Donc, ça ferait en sorte qu'ils ne viennent pas tous au Québec parce que c'est ici que c'est le plus facile de passer par un chemin irrégulier. Donc, on pourrait se présenter dans la province le plus proche, faire une demande d'asile qui serait faite dans l'ordre et qui éviterait un peu les scènes que nous avons vues à profusion. Donc, il y a énormément de groupes, des spécialistes en immigration qui réclament ça. Amnesty International et nous, on a été les premiers à vraiment le réclamer. Donc, ça fait déjà plus d'1 an qu'on est sur le dossier. Maintenant, Mike Bourassa qui me demande en quoi la souveraineté est-elle encore une possibilité? Bien, évidemment que c'est une possibilité. C'est notre objectif numéro 1 au Parti québécois. C'est un projet qui traverse les générations. Il y a de la relève au Parti québécois. On est le parti qui a le plus grand nombre de membres jeunes. Donc, on voit vraiment que c'est un projet qui galvanise. Mais maintenant, comme je le disais tout à l'heure, il faut faire le travail de pédagogie auprès de la population. Il faut faire connaître notre projet de pays. C'est notre responsabilité comme souverainistes de ne pas lâcher, de continuer à avoir le bâton du pèlerin et de travailler pour l'avènement de notre projet de pays parce que le Québec a une voix à porter dans le concert des nations. On est une nation pas meilleure, pas pire que les autres, mais une nation à part entière qui mérite d'avoir sa voix aussi sur la scène internationale et qui a tous les moyens de pouvoir prendre ses propres décisions pour elle-même, par elle-même. Et moi, je crois énormément dans le Québec, je crois énormément dans les Québécois et je sais qu'on est capable de le faire. Maintenant, il y a eu quelques questions aussi au courant de l'Assemblée Facebook. Donc, vous avez, par exemple, il y a Alex Chartier qui me demande une question. Bon, on est un peu plus loin, on n'est pas trop dans la question Longueuil, mais qui me demande si on est en accord avec le 3e lien à Québec. Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut démontrer du sérieux dans ce dossier-là. C'est beaucoup trop facile, comme le fait la CAQ, d'être électoraliste et de dire qu'on promet le coûte que coûte un 3e lien à Québec, alors qu'on n'a pas vraiment de données probantes sur l'état, par exemple, du trafic, sur le lieu, sur l'opportunité, en fait, de construire un 3e lien par rapport au développement du transport en commun, dans lequel on croit énormément du côté du Parti québécois. Alors nous, on veut attendre le résultat du bureau de projet avant de pouvoir se positionner sur la question.
Maintenant, il y a Robert Julien qui demande « Pensez-vous que les médecins spécialistes vont vouloir réouvrir l'entente sans long processus judiciaire? » C'est certain que ça va prendre du courage de la part du nouveau gouvernement québécois pour réouvrir l'entente sur les médecins spécialistes. Mais nous, ça fait vraiment longtemps qu'on a posé nos jalons là, dans ce dossier-là, dans ce débat-là. Jean-François Lisée a été le premier, il y a plus d'1 an, à dire qu'il voulait revoir l'entente avec les médecins spécialistes parce que c'est complètement indécent, les hausses salariales qui sont consenties, c'est pas là où sont les priorités du Québec. Et nous, on va mener la bataille jusqu'au bout. On va faire ce qui est nécessaire pour réouvrir l'entente et venir donc geler la rémunération des médecins pour que l'argent puisse servir directement dans les services aux patients. Maintenant, Tidane Tremblay qui nous demande comment on va agir au niveau du système de justice. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu confiance dans le système de justice et je vous invite à consulter notre plateforme à ce sujet-là. On a Véronique Yvon qui a une vision extrêmement précise de ce qu'on veut faire pour le système de justice, mais c'est sûr d'avoir une plus grande accessibilité. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur la question aussi des victimes d'agressions sexuelles au courant des derniers mois comme porte-parole du Parti québécois en conditions féminines. Et on veut aussi créer notamment un tribunal spécialisé pour la question des agressions sexuelles. Donc ça, c'est une mesure forte de notre programme aussi. Et ça va réconcilier beaucoup de victimes avec le système de justice parce qu'actuellement, la façon dont la question des agressions sexuelles notamment est traitée, ça fait en sorte qu'on ne va pas très loin dans les dossiers et ça a créé cette perte de confiance-là entre les citoyens et le système de justice à laquelle on veut vraiment venir parer. Donc ça, c'est vraiment très important. Il y a Denis Vigent qui me dit un jour, il faudra se pencher sur le télétravail et donner des incitatifs fiscaux aux compagnies. Mais justement, ça a été un des thèmes de nos annonces cette semaine, la question du télétravail. Probablement, ça aiderait au niveau de la congestion aussi et ça permettrait de donner plus de temps de qualité aux familles parce que ça serait beaucoup plus simple de pouvoir travailler de la maison dans la mesure du possible, bien évidemment. Alors déjà, si on pouvait permettre aux gens avec des incitatifs de pouvoir travailler de la maison une journée par semaine, on serait vraiment déjà gagnant au niveau de l'impact, autant sur le bonheur, sur le temps qu'ont les familles avec leurs enfants, puis aussi le temps passé dans la congestion, ça enlèverait des milliers de voitures de nos routes. Alors c'est sûr qu'il faut pouvoir axer vers là, donc avec les technologies aujourd'hui, on est capable de faire, mais oui, il faut pouvoir donner des incitatifs à nos entreprises. Au niveau de l'environnement aussi, comme il l'a dit dans sa question, c'est vraiment une des solutions possibles. Donc, Jonathan Herve Beffel aussi qui me demande au niveau donc de l'indépendance toujours, grosso modo, je résume sa question, comment faire pour convaincre une majorité de Québécois qui sont issus de l'immigration de voter en faveur donc, de l'indépendance du Québec. Donc, il y a plusieurs initiatives qui ont été déployées au niveau des Québécois, des nouveaux arrivants, pour leur faire connaître la question de l'indépendance du Québec et leur partager pourquoi ce serait gagnant aussi pour eux de participer dans la construction d'un nouvel État québécois. Mais je pense qu'il faut renforcer ces initiatives-là, il faut les multiplier. Donc, il va falloir dans les prochaines années qu'on mette beaucoup l'accent là-dessus parce que tout le monde doit participer au Québec à l'élaboration de notre projet de pays. Donc, autant quelqu'un qui est ici depuis toujours que quelqu'un qui est nouvellement arrivé, tout le monde va faire partie du nouveau pays du Québec. Alors, il faut impliquer tout le monde dans la réflexion. Je pense que c'est important. Parce que c'est important aussi de montrer que le Québec a tous les outils pour devenir un pays indépendant. Comme le propre pays dont ils sont pour la plupart originaires, est un pays évidemment indépendant. Le Québec aussi, comme nation, peut avoir les outils, doit avoir les outils de s'épanouir complètement. Puis d'ailleurs, il n'y a jamais un pays dans le monde qui est indépendant qui a demandé de revenir à son état de province. Donc bref, il y a beaucoup de pédagogie comme ça qu'on est capable de faire, autant chez les personnes qui sont issues de l'immigration que chez les Québécois qui sont ici depuis toujours. Alors, le travail de pédagogie qu'on a à faire, c'est un travail qui est important, mais moi je suis convaincue qu'on va avoir les outils pour le faire, qu'on a la détermination pour le faire certainement. On sait qu'on est extrêmement nombreux au Parti québécois, on est plus de 80 000 membres. Donc on est de loin le parti politique avec le plus de membres. Et s'il y en a autant, si on a autant de gens qui militent avec nous, c'est à cause de ce projet-là, c'est parce qu'on a des idéaux qui nous unissent. On se magasine pas des convictions d'élection en élection. Non, nous, chez nous, les convictions, elles sont solides. On sait où on s'en va et on va faire une grande mobilisation, tout le monde ensemble, dans les 4 prochaines années pour convaincre la majorité donc, de la population de nous appuyer vers cette grande marche vers la réalisation de notre pays.
Alors, moi là-dessus, je vais vous laisser pour ce soir. Donc, ça va être la conclusion de cette première assemblée, donc ce café citoyen rencontre Facebook en direct. Je vous invite, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les noter dans les commentaires de cette publication, mais sinon, quelques jours avant la prochaine, je vais vous l'envoyer. D'ailleurs, si vous voulez le noter à vos agendas, mais la prochaine assemblée en direct, ça va être le mercredi 19 septembre. Pour ceux qui avaient reçu à la maison mon dépliant de campagne, vous l'avez noté dedans. Alors, vous êtes les bienvenus à venir vous joindre au groupe ici en direct du café Le Troisième Lieu, donc sur la rue Saint-Jean à Longueuil. Donc, le mercredi 19 septembre, ça va se faire à partir de 19h. Donc, le lundi 17 septembre, je vais mettre une petite image web comme j'ai fait vendredi dernier pour vous demander d'inscrire vos questions. Alors, d'ici là, vous pouvez les noter pour être fin prêt à pouvoir les écrire le vendredi 17 septembre en vue de la prochaine assemblée qui aura lieu le mercredi 19 septembre, je le répète, à 19h, toujours ici en direct du Troisième Lieu sur la rue Saint-Jean à Longueuil. Alors sur ce, je souhaite une très bonne soirée, un bon congé de la fête du travail demain pour ceux qui ont la chance d'avoir congé. Sinon, une bonne journée évidemment de retour au travail et nous, on continue pour la campagne électorale. D'ailleurs, si vous avez envie de vous joindre à mon équipe, écrivez-moi un message privé, ça me fait toujours plaisir de vous recevoir si vous avez envie de venir nous voir. Aussi, on est au 419 rue Sainte-Hélène, mon local électoral, donc juste à l'entrée du pont Jacques-Cartier. Vous êtes les bienvenus.